Wegovy, Mounjaro et autres traitements GLP-1, c'est compliqué en tant que diététicien libéral de passer à côté en 2026. C'est même devenu un tout nouveau motif de prise en charge pour les patients. On va en parler dans Entre Diètes, le podcast préféré des diététiciens. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Garance. Garance, dis-nous comment tu vas? Bah écoute, ça va super, Flo. Et toi, aujourd'hui, comment ça va? Ça va très bien aussi. En ce lundi de Pâques, pour nous, où on enregistre du coup pour lundi prochain, Mmh. un lundi ensoleillé, donc non, tout va bien. Et en plus, on va parler d'un sujet qui revient beaucoup pour nous en ce moment parce qu'on a animé un cas patient dessus, sur les traitements de GLP-1 il y a quelques semaines. Là, on va donner la formation aussi la semaine prochaine, le jour justement où sort, cet épisode. Donc c'est un sujet dans lequel on est vraiment en plein dedans, donc c'est super. On va pouvoir vous en parler avec un peu plus de facilité. Pour vous expliquer un petit peu le squelette de comment on voudrait en parler aujourd'hui, on va faire un petit point d'explication pour, celles et ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion pour le moment d'en voir au cabinet ou trop de s'y plonger. Je vais vous faire une petite introduction assez simple. On va voir un petit peu les avantages, les inconvénients, ce qu'on en pense. En fait, on va faire un peu l'épisode d'aujourd'hui comme une discussion, un peu informelle qu'on pourrait avoir entre diètes justement. Donc commençons un petit peu par le 1er point d'explication, ce que sont, les traitements GLP-1. Le GLP-1, c'est une hormone en fait qu'on a tous au quotidien et qui régule, notre appétit, et les traitements GLP-1 en fait sont des analogues du GLP-1, donc une molécule, de synthèse qui mime en fait l'action de cette hormone. Et pour les traitements de l'obésité, c'est sur le dosage et sur la durée de vie en fait de cette molécule que l'action a été faite. C'est pour ça d'ailleurs que, c'est avec des stylos comme celui-ci que j'ai, justement, que les patients vont faire une injection par semaine. Et c'est grâce justement à la durée de vie des molécules qui sont, plus longues, que les patients peuvent faire, une piqûre toutes les semaines et pas tous les jours justement. Et les principaux, effets de ce traitement, c'est vraiment de plutôt ralentir la vidange gastrique, l'action sur l'estomac. Ça a une vraie action aussi sur tout ce qui est régulation de la glycémie par l'insuline, par le glucagon, du coup au niveau du pancréas. Et ça a une vraie action aussi au niveau, cérébral, sur le circuit récompense, sur, aussi tout ce qui est gestion des signaux externes. Par exemple, le fait que la vidange, gastrique, ralentit, bah, forcément ça joue directement sur la satiété, sur l'appétit. Donc, voilà en bref un petit peu, comment ça se passe. Et c'est un traitement du coup qui est, prescrit aux personnes en situation d'obésité avec certains critères de prise en charge. C'est un traitement aujourd'hui qui n'est pas remboursé par la sécurité, sociale, donc qui est vraiment à la poche des patients. Ça, je pense qu'on en parlera plutôt dans les inconvénients à ce jour. Et c'est un traitement du coup qui est là, pour une visée de perte de poids en régulant l'appétit, mais un peu tout le reste aussi. Donc voilà pour une brève présentation de ces traitements. Est-ce que Garance, tu as d'autres choses à rajouter? Non, je pense que c'était très complet, très synthétique. On en a bien parlé dans le cas patient Alivio, où on a pris justement le cas d'un patient au quotidien. Moi, j'irai vraiment sur le cas pratique, en tout cas, quand j'en ai de plus en plus des patients qui ont du GLP-1. Je sais pas si toi, au cabinet aussi, t'en as de plus en plus. Oui, j'en ai pas mal, et en plus, j'ai pas mal orienté ma prise en charge autour, aussi Mmh. parce que je suis en contact avec des endocrinos. Et du coup, bon, en plus, c'est assez nouveau, donc c'est vrai qu'il y a tous les diététiciens peut-être n'en parlent pas. Ça, je sais pas trop à quel point au cabinet, c'est vrai pour chacun ou pas, mais hem et du coup, ouais, c'est un traitement que je connais bien. Ce qu'on voit, passer le plus, ça reste Mounjaro et Wegovy, ou qui pour l'instant Mmh sont mh. sont les plus prescrits. Il y en a d'autres, hein, qui, à venir, et cetera. Pour une petite précision du coup de différence entre les 2, le Wegovy, c'est uniquement du GLP-1, le Mounjaro, c'est du GLP-1 et du GIP, qui est une autre hormone qui agit notamment sur l'insuline, et donc l'équilibre glucidique du coup. Hem, mais oui, j'en ai pas mal, j'en ai de plus en plus. C'est aussi le revers de la médaille, on va dire, parce qu'il est prescrit à des personnes, à mon sens, pour lesquelles ça ne devrait pas être prescrit aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai des patients au Mmh mh. cabinet, qui me sont adressés, ou pas d'ailleurs, mais qui sont pas forcément dans les clous de la prescription, hein, même sur les critères de DMC, ils y sont pas forcément, et cetera. Donc il y a pas mal quand même de dérives. Ça, on se le garde un peu sous le coude pour la partie un peu plus, aspect négatif.
Est-ce que on commence par les points positifs? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Garance? Qu'est-ce que tu dirais sur l'aspect Mmh. positif, même par rapport au retour un peu des patients que tu as, par rapport, on va dire, à la philosophie d'un nouveau traitement de l'obésité, qu'on pourra comparer aussi assez aisément à tout ce qui est chirurgie bariatrique, etc. Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile parce que, bon, j'ai plus, au niveau personnel, une opinion un peu plus négative, mais je vais quand même essayer d'être nuancée. Et c'est vrai que si on s'appuie sur des études scientifiques, en tout cas de court terme, parce que ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que avant ces inhibiteurs étaient beaucoup utilisés. Moi, je les voyais pour la prise en charge du diabète. Quand je travaillais à la maison du diabète, en fait, donc c'est l'Ozempic, etc., qui était beaucoup utilisé pour ça, où les personnes faisaient des piqûres. Bah, tu me corriges si je me trompe, mais beaucoup plus récurrentes. Tous les jours. C'est tous les jours, hein. Ouais, c'est C'est ça. ça. La J'avais durée ça en de tête. vie sur de l'Ozempic, c'est 24 heures, justement. Et C'est ça. sur un Wegovy ou un Mounjaro, c'est autour des 5 jours. Autour des 5 jours pour Exactement. la durée de vie et qui est étendue en gros à une injection tous les 7 jours. Voilà. Exactement, c'est ça. Et du coup, donc j'ai vu progressivement le passage, ça on en parlera pour les points négatifs, à la population, du coup, atteinte d'obésité ou même, comme tu dis, certaines personnes qui ne rentrent pas du tout dans les critères. Euh, les études, quand même, de court terme sur ce sujet-là, peuvent montrer des protections, notamment au niveau hépatique, sur les patients atteints de NASH, une protection cardiovasculaire. Moi, au cabinet, ce que je vois, c'est des personnes qui alors avec des accompagnements, je précise bien, TCC, psychologie, diète, mais avec des troubles du comportement alimentaire qui réussissent aussi, en fait, à moins penser à l'alimentation. J'ai une patiente la semaine dernière, mais c'est vraiment en plus récent, parce que j'ai aussi, comme toi, plus de patients qui sont sous GLP-1 maintenant, enfin sous Wegovy ou Mounjaro, et en fait qui me disaient, depuis mine de rien que je le suis, même si on a fait tout ce travail ensemble avec la psy et tout ça, c'est plus facile pour moi parce que je pense beaucoup moins à manger. C'est-à-dire, comme il y a vraiment ces signaux qui sont coupés, j'ai beaucoup moins ce truc de d'y penser parce qu'en fait, juste, j'ai pas faim. Donc, même s'il y a des émotions, etc., c'est pas la chose qui va venir. Sur ce plan-là, ça peut aider certaines personnes, mais c'est encore une fois comme pour le reste, il faut bien sûr qu'il y ait tout le reste du suivi derrière. Ça peut pas juste être une baguette magique. Mais c'est plutôt je dirais, les points positifs que j'ai vus en termes de prévention santé sur pas mal de sujets, notamment les facteurs inflammatoires. Il y a aussi des études qui montrent quand même des diminutions des facteurs inflammatoires, etc. Donc, on peut en parler, mais tout ce qui est endométriose, pareil, il n'y a aucune étude, enfin, en tout cas solide. En fait, c'est trop récent déjà pour avoir beaucoup de recul, Ouais, c'est ça. mais Sur ce sujet-là, c'est récent. Sur la molécule en elle-même, on a du recul, on va dire, par rapport à la sécurité. Du c'est fait ça. que, c'est des molécules, enfin le GLP-1 qui a été quand même beaucoup, beaucoup surveillé parce que les traitements de l'obésité de GLP-1, ils datent pas de 2023 quoi, hein, c'est quand même des choses qui datent depuis plus Mm, longtemps. Mais par contre, oui, des études sur les effets positifs hors perte de poids, ça reste court terme, ça c'est sûr. Et pour faire écho à ce que tu disais, moi je trouve que justement sur, la partie troubles alimentaires, c'est quand même assez intéressant, les retours des patients, notamment sur ce qu'on va appeler nous le food noise, donc le bruit, de l'alimentation, le fait de penser beaucoup à l'alimentation, d'avoir, l'alimentation émotionnelle, l'alimentation aussi, un petit peu, H24, à savoir, bah, j'ai mangé là à 14 heures, mais je pense déjà à ce que je vais manger la prochaine fois, et cetera. Toute cette, charge mentale nutritionnelle qui, diminue beaucoup. Ça, c'est assez sourcé, justement sur l'action, au niveau neuronal de GLP-1, et il y a pas mal d'études aussi, en tout cas de réflexion autour des mécanismes d'action sur le fait que, c'est vraiment très en lien aussi avec le circuit de la récompense, dans le sens où on perd de l'appétence vers les aliments très riches, donc les high fat, high, sugar, et cetera. Hem, Parce que c'est vraiment au niveau neuronal que ça se joue, quoi, hein. Il y a des neurones qui sont activés, qui ne devraient pas l'être, et d'autres qui sont inhibés justement pour éviter ce côté très, pulsionnel, en fait, donc il y a vraiment pas mal d'intérêt là-dessus, et là, on peut de suite aussi aller vers un inconvénient, c'est que chez les patients TCA ou hors TCA, Hem, de manière générale, il peut y avoir aussi une perte de plaisir chez ces patients. Ça peut être dur de prendre du plaisir à l'alimentation. Ça aussi, il y a un peu ce côté, le plaisir est anesthésié. Et ça peut Mm, être un point négatif aussi, ou en tout cas un point à surveiller, parce que ça peut vite amener, à l'inverse, à plutôt des circuits de restriction. C'est-à-dire que si tu n'as pas faim, parce que tu n'as pas faim du tout, de 24 heures, et qu'en plus tu prends plus de plaisir à manger, bah, tu peux te retrouver avec une restriction en fait presque de, «Je m'en fiche, j'ai pas faim, je ressens pas le besoin de manger parce qu'en plus tout est un petit peu court-circuité, et en plus de manger, je prends pas de plaisir».
on peut se retrouver vite avec des patients qui mangent vraiment Et puis le côté grisant de ne plus justement avoir à manger parce que comme tu dis, quand des patients sont atteints de food noise et cetera, là, le fait de se dire: «Mais en fait, c'est plus une obsession, je veux maigrir, donc c'est trop grisant de plus manger» et mmh, du coup, peut y avoir vraiment ce revers de la médaille et donc pareil, s'il y a pas d'accompagnement derrière, on n'apprend pas non plus la gestion émotionnelle. Les envies de manger émotionnelles, du coup, qui sont de base naturelles, qui sont quelque chose qu'on a tous et toutes, pour réguler une émotion positive comme négative, en fait, ça nous permet pas de travailler dessus en profondeur. Ça va l'anesthésier, mais derrière, quid? ouais, Donc, ça peut être une aide, mais c'est voilà, en tout cas une béquille pour ces sujets-là, un point intéressant pour ces sujets-là où les patients rapportent quand même des bénéfices, mais comme tu dis, peut y avoir le revers de la médaille. Moi, vraiment, je vois des patients qui, même s'ils veulent pas trop me le montrer, mais qui me disent, je vois qu'ils sont contents de pas manger. Et c'est bien là où je sûr, me dis bien sûr. vraiment Il peut y avoir vite ces pensées anorexigènes, in fine, qui peuvent revenir, hein. Enfin, qui peuvent venir tout court, hein. Par exemple, ça peut être des patients qui ne sont pas du tout sujets aux troubles du comportement alimentaire de manière générale. Il y a le côté grisant à la perte de poids, il y a le côté grisant à se dire: «Bah, j'ai pas faim, je mange pas et en plus ça me fait rien». Ceux qui mmh peuvent être aussi, vite renforcés par le fait de: «Ah ben super, j'ai faim, ça veut dire que je vais maigrir plus vite». Le côté un petit peu, il faut du sacrifice, il faut que ce soit dur. Bah, là, au final, tout est shunté donc ouais. Ouais, ouais, non, mais ça peut être un point justement d'attention pour les diététiciens et autres professions. Mais évidemment pour le fil rouge d'aujourd'hui, on je pense que sur ça on est d'accord avec Garance et je pense qu'on le sera tous, par rapport à nos professions. La prescription du traitement devrait obligatoirement s'accompagner d'un travail avec un diététicien, mensuel. C'est-à-dire carrément. que ça devrait même enfin, on le dit parce qu'il faut le dire, mais on devrait même pas avoir à le dire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et les dérives, elles viennent aussi de là, du fait que, le parcours de soins reste assez flou aussi au niveau du paramètre et là où le diététicien a tout son rôle. Après, ça, c'est une problématique qu'on voit aussi, chez des chirurgies bariatriques ou autres où, Complètement. les patients sont parfois un petit peu, après la chirurgie, très, très peu suivis. Donc on le voit, enfin, moi je sais pas si tu le vois, souvent, moi je dirais peut-être pas souvent, mais j'ai déjà reçu des patients qui viennent, 10 ans après une chir bar et qui, justement, on doit faire toute la rééducation de l'alimentation, quoi. Et quand tu les questionnes sur le suivi qu'ils ont eu avant ou après chirurgie, bah, on sent que c'était léger, quoi. Ouais, souvent, je le vois, moi, quand c'est du privé, quand ils viennent du privé, je trouve que dans le alors je sais pas, peut-être que des diètes pourront nous donner d'autres témoignages, mais quand j'étais en région parisienne, dans certaines cliniques privées, franchement, c'était honteux. Il y avait, enfin, tu vois, normalement, c'est quand même très normé, on doit quand même évaluer qu'il y ait pas de TCA et cetera. Franchement, c'était à moitié fait, les suivis à la fin, il y avait 10 minutes de cocktail avec une diète rapidement, enfin, vraiment et les patients arrivaient dénutris, en fonte de masse musculaire. Sans s'en rendre compte parce qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte qu'on peut être dénutri et atteint d'obésité, enfin tu vois? Et vraiment, ça c'est un gros problème et je pense qu'en fait on va avoir le même problème avec ça en fait. C'est que et même pire, c'est que vraiment là pour le coup, il y a même pas de devoir. On peut aller chez son médecin, ressortir avec, le stylo si on est prêt à payer. Oui, oui et même, même tu vois certains patients qui aussi, sans forcément parler de ce côté un peu inconscient, volontaire, il y a des patients vraiment qui n'arrivent pas à manger. Vraiment, moi j'ai une patiente en tête que j'ai récupérée il y a pas longtemps qui justement est en train de plutôt de terminer sa prise en charge. Dans le sens où là, le but c'est de stabiliser son poids et petit à petit de diminuer les doses pour que justement elle puisse se séparer du traitement. En fait, là, on se rend compte, elle est vraiment très peu capable de manger, quoi. C'est très compliqué de la faire manger et c'est aussi parce que, bah, évidemment, il y a l'effet du traitement, ça c'est, inévitable, mais il y a aussi l'effet de, bah, j'ai passé 6 mois à quasiment rien manger, ben, mon corps il s'est habitué aussi à ça. C'est comme, sur de la, restriction, cognitive alimentaire où les patients, se disent: «Je vais jamais pouvoir manger tout ça», alors que dans le tout ça, c'est une assiette avec, 100 grammes de protéines, 100 grammes de féculents cuits et 100 grammes de légumes qui est pas une assiette très volumineuse justement et pour eux, c'est déjà beaucoup dans le Mmh sens où mh. cognitivement, vu qu'ils ont beaucoup connu la restriction, c'est beaucoup plus compliqué de les faire passer sur des, volumes adaptés, quoi. Donc oui, ouais, il y a de tout. Bon évidemment du coup, là, si on revient sur le positif, c'est il y a quand même de l'apaisement pour la plupart des patients. Ça, c'est une bonne chose. On peut parler aussi de pertes de poids qui sont quand même assez efficaces. C'est-à-dire que, je crois que le pourcentage de bons récepteurs, au traitement, je crois que c'est autour de 85 ou 90 de patients qui ont une perte de poids, avec un traitement, à GLP-1 donc c'est quand même assez, assez important. À court moyen terme. Totalement. Après, je suis d'accord
pour ça, c'est tout l'important de notre suivi, c'est qu'il y a quand même beaucoup, enfin beaucoup, non, non, mais il y a quand même des études qui nous montrent que, comme pour tout, même régime amaigrissant ou autre, on peut avoir une reprise de poids et suivre l'accompagnement qu'il y a derrière, plus Oui, importante. oui, oui, ça c'est sûr. Hem, sur les études, les plus fournies, on va dire qu'il y a, le souci à mon sens principal de ces études, c'est que, on voit une reprise de poids autour des 70 du poids perdu. Mais, cette reprise de poids, elle est, en tout cas sur les études, qu'on a, elle est faite en fait avec un arrêt net du traitement. Ce qui est Ouais, pas c'est clair. forcément vrai dans la on va dire dans la pratique, actuelle aussi. Dans le sens où il y a quand même des escalades qui se font avec, où on baisse les doses ou alors on espace les injections, donc là, il peut y avoir ça et le deuxième point, c'est que, sur les études les plus globales qu'on a, c'est un arrêt net du traitement sans accompagnement sportif et diététique, aussi. Donc on peut l'amener sur que le pire la plus grosse prise de poids au niveau des études, c'est 70 avec un arrêt net, sans suivi diète, sans suivi sport. Donc on peut se dire qu'on peut faire mieux, quoi. Justement, notre rôle, il est là, quoi, hein, de faire en sorte qu'il y a ça et petit point, aussi, c'est que, hem, avoir, comment dire? Avoir une vision court terme aussi de ce traitement, je trouve que c'est compliqué. Dans le sens où on reste sur de l'obésité qui est une maladie chronique. Donc c'est un traitement à mon sens qui doit avoir de la chronicité aussi. C'est un traitement qui est plus fait pour être pris à vie à mon sens qu'un traitement duquel on sort pour le coup. Au même titre qu'on ne défait pas une chirurgie bariatrique. Là, le point problématique principal, c'est le coût. C'est que justement, avoir le coût, d'un traitement, un stylo de Mounjaro à 15 milligrammes, c'est entre 400 et 500 €, pour 4 injections, donc pour un mois. Donc, si on parle de ce budget à vie, pour beaucoup, c'est compliqué. Bon, là, il est à l'étude quand même des prises en charge sécu, pour fin 2026, ils en parlent, avec une prise en charge à 70 si je dis pas de bêtises, sur par contre des critères, d'IMC, à plus de 35 au départ du traitement. Donc là, c'est là où je pense beaucoup vont déchanter aussi parce que, il y a pas de raison que les critères de sécu, ils soient pas, réservés aux personnes en situation d'obésité à la base et il y en a plein qui partent pas avec 35, d'IMC quoi. Donc c'est plus pour cela que ça va se poser. Ouais, tout à fait. Et c'est là où vraiment on voit la problématique, c'est qu'il y a encore et du coup, il y a des personnes aujourd'hui qui voient ce côté un petit peu magique, qui vont demander à leur médecin de prescrire et qui vont avoir la prescription, si tu veux, mais très facilement, tu vois? Et moi, pour la petite histoire, j'ai vraiment vu les débuts il y a 4 5 ans où on commençait vraiment de plus en plus à en parler parce que je travaille à la maison du diabète, l'obésité, des risques cardiovasculaires, donc une asso. Et donc il y a les commerciaux de laboratoire qui développaient, qui étaient venus. Enfin, c'est pour ça que je trouve qu'aussi derrière, il y a ce truc de business qui me dérange énormément, c'est-à-dire on voit la porte d'entrée, on voit ce public-là, on y va et en fait on démarche et coûte que coûte pour que les médecins prescrivent, même si derrière il y a rien. Et vraiment, ça me dérange. Et je me rappelle du coup cette commerciale du laboratoire était venue avec tous ses post-it et ses machins et ses stylos qu'elle donnait là à la cadre. Et, euh, et en fait, il nous avait invités à une projection d'un film pour lutter contre la grossophobie et tout. Où, sur le principe, trop bien de parler de grossophobie et du coup, on n'en parle pas assez, de lutter contre ça, etc. Mais en fait, il y a tout l'aspect derrière. En fait, c'est pour vendre leur stylo. C'est pas pour dire, bah, du coup, venez, travaillons sur justement la stigmatisation des personnes en situation d'obésité, venez, etc. Non, c'est, on montre ça, mais en fait, derrière, tenez un stylo pour faire maigrir les gens. Et en fait, j'avais vu un peu ce côté-là très bah, lobby, hein, lobbying, pharmaco, etc., qui personnellement me dérange énormément. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des médecins qui le prescrivent très facilement parce que derrière, ils ont les commerciaux qui viennent les voir, les démarcher. Enfin, tu vois, Ouais, bien aujourd'hui, sûr. bon, il n'y a plus le droit de payer des vacances en France pour les médecins. Enfin, il y avait le droit avant, mais aujourd'hui, il n'y a plus le droit. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de commercialisation du coup de cette pathologie. Et tu vois, moi, ça me gêne énormément. Et au-delà de ça, aussi le côté, précarité, derrière, dans le sens où ça reste un traitement qui va du coup s'adresser aux personnes qui ont des moyens. Donc, ça revient aussi à renforcer la précarité. On sait que l'obésité de manière générale est aussi touche, les plus précaires et là on a un traitement qui coûte cher, quoi. Donc, clairement c'est pas pour aider les plus précaires, hein, ça c'est clair.
Après, ça sur le discours lobby, pharma, bah, ça malheureusement je pense qu'on pourrait l'avoir pour tous les traitements, hein, dans tous les cas. Mais oui, c'est sûr et je rajoutais aussi, même un peu la place de tous les réseaux sociaux aussi sur ce sujet-là, où il y a une vraie glamourisation aussi de Mmh mh. ces traitements. Mais ça, c'est clair et là, du coup, on va un peu plus sur les points négatifs, mais c'est vrai que le prix du traitement est à mon sens le plus gros, frein. Enfin, moi, je le vois sur des patients, tu vois, pour le coup, des patients qui seraient totalement légitimes. Tu vois, une patiente qui est en situation d'obésité, avec qui on est en échec depuis 1 an sur la prise en charge diète, coach sportif, tu vois? Et qui se pose la question et justement, elle serait la personne idéale, pour ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui est réellement en échec de suivi gynédiététique, qui est en situation d'obésité et qui, elle, par contre, ne peut pas, s'offrir, on va le dire comme ça, s'offrir le traitement justement et qui, du coup, ça crée aussi beaucoup de frustration chez ces patients-là, parce qu'il y aurait une solution qui, sur le court terme, en tout cas, donne des résultats positifs. Donc il y a tout ce côté-là complexe aussi qui est présent. Ah tout à fait et puis du coup, il y a des patients pour qui ça peut être un frein après de maintenir un suivi diète, de payer une salle de sport, de payer de la nourriture de qualité parce qu'on sait en plus qu'aujourd'hui les prix augmentent, Oui. et en fait, ça fait aussi une orientation du budget vers quelque chose de moins long-termiste pour certaines personnes. Mais c'est pour ça que je pense que je trouve que c'était aussi une bonne chose que ce soit que les endocrinos qui pouvaient le prescrire, à un moment donné. L'ouverture aux médecins généralistes a quand même, je pense, un peu favorisé ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a eu une accélération à partir du moment où les médecins généralistes pouvaient le proposer. Après, ce qui s'entend dans le sens où aussi avoir un endocrino, qui nous suit, c'est beaucoup d'attentes, donc ça se tient. Mais je pense que ça a forcément aussi ouvert, beaucoup plus la porte à ces traitements pour le coup, hein. Les patients ont beaucoup plus consulté, du coup au niveau Med-G qu'endocrino, donc il y en a eu de plus en plus et cetera et forcément, et aussi, pas c'est pas pour faire l'avocat du diable pour les médecins, mais il y a aussi des patients qui sont très insistants sur la prescription. C'est que moi je sais, j'ai des patients, ils se sont un peu battus contre l'avis de leurs médecins et c'est un peu les médecins qui ont cédé quoi presque. Donc il y a Mmh. aussi ça, c'est que justement le côté glamourisation qui renforce un peu tout ce sujet-là, c'est aussi présent, quoi. Tout à fait et du coup derrière on peut parler aussi de ce qu'on montre pas forcément toujours sur les réseaux ou, sur les affiches de promo des labos. C'est qu'il y a quand même, des, complications. Il y a des complications, hein. Il y a des patients qui ont eu, des pancréatites, il y a des complications enfin moi je le vois plus parce que je travaille beaucoup autour des troubles du transit et il y a pas d'études encore sur ça, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir un recul, mais sur le nombre de patients qui développent un SIBO après cette prise en charge, vu que tu as une gastroparésie, tu vois, vu que tu as tout ça et cetera. Donc il y a quand même pas mal de la fatigue, la dépression. Il y a aussi beaucoup de troubles de l'humeur, qui sont pas toujours accompagnés. Donc en fait, les carences, et en fait, ça, c'est pas forcément montré, c'est pas forcément mis sur le devant de la scène et c'est encore des complications que, bah, nos patients qui sont atteints du surpoids d'obésité, parfois n'ont pas en tête quand ils vont avoir ce traitement ou les médecins n'en parlent même pas. Oui, c'est aussi notre rôle de prévention, du coup. Moi, je sais quand j'ai beaucoup de patients qui viennent me demander mon avis. Tu sais, Mmh, des pareil. patients que j'ai en suivi et tout ça. Bon, les troubles digestifs, la fatigue, sur tout ce qui est troubles de l'humeur et tout. Après là, on n'a pas d'études, mais je pense quand même c'est très, très, globalement dû aussi à la baisse des apports. C'est-à-dire que c'est un peu des situations émotionnelles que tu vas retrouver chez des personnes en forte restriction aussi. Effectivement, c'est pas sans complications. Alors après, c'est aussi, je pense qu'on peut avoir une action dessus, dans le sens où tout ce qui est nausée, tout ce qui est, transit accéléré, transit ralenti, je sais pas, je pense que toi aussi, mais je trouve que c'est des choses qu'on arrive assez vite à régler. Hem, Surtout que, au vu, ça, il y a pas mal d'études aussi qui le montrent, mais ça reste des troubles qui sont quand même sur le court terme aussi par rapport au traitement. On Oui. parle des 20 premières semaines, en fait, le temps que l'organisme se fasse un peu à la molécule pour le coup. Moi, j'ai beaucoup de patients qui, in fine, au bout des 5-6 premiers mois, retrouvent une alimentation quasi normale, dans le sens où ils ont plus forcément, le côté, satiété qui m'empêche. Ils peuvent manger des volumes, normaux. Toujours avec de la perte de poids et avec un confort retrouvé au niveau de la digestion. Alors c'est pas vrai pour tous, mais je trouve quand même que les troubles, ils sont assez diffus au fur et à mesure de temps. Après voilà, c'est aussi un motif d'arrêt du traitement. C'est-à-dire que je crois que le premier motif pour lesquels les patients arrêtent, c'est les troubles digestifs. Donc c'est quand même que c'est important, notamment les nausées. Je crois que c'est nausées le C'est premier, une nausée, hein. nausées, diarrhée, constipation, je crois,
et non, ça doit être nausées, diarrhée, reflux, constipation, je pense, dans l'ordre, le pourcentage de symptômes. Ça aussi, ça peut être différent en fonction des traitements aussi qui sont utilisés. Bon, il y a plein de choses, ça c'est vraiment du cas par cas pour le coup, mais oui. Mais par contre, c'est là où on a notre prise en charge aussi parce que tu vois, sur un futur, Exactement. potentiellement proche, on va dire, si on idéalise, on a plus de recul sur les traitements, on sait qu'il y a peu de risques sur long terme. Il y a une prise en charge sécu que pour les patients qui le nécessitent, c'est-à-dire avec, un vrai échec hygiéno-diététique et un IMC qui s'y amène et une prise en charge diète, on va dire fortement, conseillée. Bah, ça peut être une solution quand même assez intéressante. Moi, je le vois vraiment aussi, comme un vrai palliatif aux chirurgies bariatriques. Moi, chirurgie bariatrique justement avec lequel je suis un peu moins à l'aise, sur le fait, sur l'effet long terme quoi pour le coup, hein. C'est que c'est des choses quand même qui altèrent la vie des patients sur toutes les années, qui suivent quoi. Hem, je trouve quand même que ça reste quelque chose de moins invasif de manière générale quoi, et réversible aussi. Il y a vraiment ce côté-là aussi, j'ai des patients qui ont fait vraiment 6 mois de traitement et qui s'en sortent très bien après, donc il y a pas de généralité quoi. En fait, c'est ça, c'est du cas par cas et de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a des patients, moi, pour qui vraiment c'est vrai que ça a changé la vie, ça a débloqué, ça a fait l'amélioration de l'estime de soi et donc du coup, meilleur émotionnel, donc même en diminuant, bah, en fait, ça se passe bien, qui ont fait du sport, qui mais tout dépend vraiment d'où on part et comment on accompagne. C'est vraiment je pense que ça on est un peu d'accord sur ça de toute façon, toi et moi. Toi, est-ce C'est le que contexte, en fait. c'est le contexte. Est-ce que de manière générale, tu auras plutôt tendance à, par principe, avoir facilité à le conseiller ou par principe avoir facilité à le déconseiller? Heu, Bah, par principe, j'aime pas dire ça, mais moi, si on me demande mon opinion, en tout cas, je reste très factuelle. Je donne pas mon opinion, je pars sur les faits que j'ai et je laisse la personne faire avec. J'explique, bah, le coût, les effets potentiellement délétères, les effets potentiellement positifs parce que souvent les gens ont le côté que positif en tête, donc je pose tout et heu et je dis, et après, par contre l'important, par principe, là, c'est clair, ce que je dis, c'est, pas tout seul. Ouais, ça on est d'accord. Je vais avoir plutôt la même position aussi. Hem, là où je pourrais être un petit peu plus, où je peux plus donner mon avis, c'est, chez les patients qui vont hésiter entre traitement et chirurgie bariatrique. Mmh. Où là, je dirais quand même plus que justement pour les raisons que j'évoquais, sur le côté réversible, sur le côté long terme et quand même le fait que ça reste une opération avec anesthésie et cetera. Hem, j'ai quand même, je pense aujourd'hui plutôt tendance à dire, bah, ça peut valoir le coup de plutôt passer par les traitements de l'obésité et je pense que dans les CSO et de manière générale, alors c'est toujours du cas par cas, mais je pense qu'ils adoptent quand même un peu plus cette posture aussi, hein. Pour l'avoir vu un petit peu par Oui. des retours de médecins nutritionnistes, d'endocrinos et tout ça. Même justement de services de nutrition, hein, où justement, bah, tu vois les gros services où tu sais qu'avant ils faisaient que de la chirurgie bariatrique. Moi, je le vois de plus en plus des échos de, bah, ils mettent beaucoup plus la chirurgie bariatrique de côté et ils favorisent plutôt les traitements en première intention. C'est là le problème, c'est qu'ils mettent plutôt en première intention et pas forcément le suivi de diète et tout ça en avant, hem, Bah, c'est ça. mais ouais, ouais. Moi, j'ai plein de médecins qui prescrivent ça et bah, les patients ont jamais vu un diète. Ouais, ouais, bah, Ils ça l'ont c'est toujours fait problématique. tout seuls, enfin et ça, je trouve ça problématique. C'est que là, on peut partir sur un truc de fond. C'est à quel moment on sensibilise aussi sur, la place du diététicien, sur ces sujets-là, en fait. Ouais, totalement. Moi, je pense si on devait un peu récap, moi en gros ce que je dis aux patients c'est, hem on a du recul sur la molécule en tant que telle, on n'a pas du recul sur les traitements en tant que tels parce que ça reste des traitements qui sont récents. C'est accompagné de troubles autour qui sont importants de connaître, la digestion, la fatigue et cetera. On sait que ces troubles ont plutôt tendance à ralentir, autour de la 20e semaine. On sait qu'ils sont plus présents, à J1, J2 post-injection parce que c'est là où en gros la dose maximale du traitement est dans l'organisme. On sait que ça a un coût, de bien expliquer aussi le coût parce que, par exemple, si on prend le Mounjaro qui commence à 2,5, un stylo de 2,5 c'est 190 €, un stylo de 15 milligrammes, à savoir la dose plus haute, c'est 500 et certains du coup s'arrêtent qu'au premier budget. Donc ils pensent que ce sera 190 C'est € vrai. par mois tout le temps. Donc ça, moi, je l'explique beaucoup. Hem, la fatigue et moi, je les embête beaucoup en leur disant: «Bah, vous allez avoir moins faim, mais il va falloir continuer de manger plus, quoi».
Et c'est ça aussi, je leur dis, surtout sur les patients, que j'embête depuis longtemps. Tu sais, ceux qui mangent pas assez, qui ont du mal à Ouais. perdre du poids pour ça, notamment. Je leur dis: «Mais vous savez ce que je vous dis là depuis 6 mois qu'il faut manger plus? Ce sera d'autant plus vrai avec le traitement parce que vous allez avoir moins faim, donc si vous faites pas attention à manger plus, bah, peut-être de manière différente, en fractionnant plus et cetera, vous risquez de perdre beaucoup plus de masse musculaire et cetera», donc voilà, je le ramène comme ça. Donc ouais, les troubles digestifs, la fatigue, le cou, hem, je les mets surtout en garde sur ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre toi? Non, je te dirais ça et puis l'aspect psychologique aussi à terme, que ça va pas remplacer, en fait, un travail sur, la gestion émotionnelle, enfin, tu vois? Quand il y a beaucoup de ME derrière ou, de pince à obstacle ou d'insatisfaction corporelle. Tu sais, tu as aussi ce truc de t'attendre à, au final, que tout soit résolu sur le fait d'avoir perdu du poids, mais en fait, c'est pas le cas et ça peut être très dur à accepter. Je parle un peu de ça aussi, mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ce côté-là, mettre ce qu'il y a autour, en fait et je pense que ce qui serait super chouette, c'est qu'on puisse aussi, quand on collabore avec des médecins, leur apporter tout ça à eux aussi. Expliquer ça aux patients, mais expliquer ça aussi aux médecins avec qui on collabore pour qu'eux puissent avoir le même discours, tu vois? Ouais, totalement, qu'on Moi, c'est ce que je soit commence tous à faire un alignés. petit peu. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais ça, ouais, c'est, malheureusement, il y aura toujours un peu de prescriptions, facilitantes. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un cadre et je pense que le remboursement sécu va peut-être même renforcer un peu ce cadre aussi, hein. Parce que là, pour l'instant, les médecins ont peu de surveillance sur à qui ils prescrivent et tout ça. Par contre, si c'est prescrit dans un cadre sécu, ils vont de suite être un petit peu plus surveillés, je pense. Donc ça peut être aussi, ça peut avoir ce côté bénéfique aussi sur, heu, à qui c'est prescrit. À voir. Bon, il y a rien de sûr sur la prise en charge sécu dans tous les cas, avec toutes les questions de politique, de budget, de ci, de ça, de Mmh mh. 2027 et présidentielle et cetera. Je pense que c'est un sujet où, quand même on est sur rien de sûr, mais, par contre, je pense à beaucoup de patients, chez qui, tu vois, c'est quand même, très aidant, comme traitement et pour qui justement le frein financier est de plus en plus lourd, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui vont vraiment respirer quand le traitement sera pris en charge sécu. Donc ça, c'est on pense à eux aussi sur le fait que, ça reste une aide médicamenteuse qui est importante, dans le sens où l'obésité reste une maladie, une pathologie, qui peut nécessiter un traitement et que du coup ce traitement, le fait qu'il soit à la charge, exclusive du patient, ça peut être un sujet, quoi. Tout à fait. Du moment où ça améliore le bien-être et la qualité de vie de la personne. Ouais, totalement. Dans tous les cas, je pense que ceux chez qui il n'y a pas de bons retours, je pense qu'ils arrêtent d'eux-mêmes aussi, hein. Rien que Mmh par mh. l'investissement financier que c'est, je pense qu'ils poursuivent pas non plus. Donc voilà. Mmh mh. Est-ce que tu as d'autres choses à dire autour de notre avis, sur les traitements GLP-1? Je pense qu'on a parlé un petit peu de pas mal de choses déjà pour, Ouais, un on a bien épisode sur ça. discuté. Ouais. On donne une formation sur, le suivi diététique autour des traitements de GLP-1 justement, avec l'académie donc, hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. La première re session de formation est justement, aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode le 13 avril, le jour de sa sortie. Mais évidemment disponible en replay e-learning aussi, sur la plateforme de l'académie. Où on a fait un gros travail justement pour bien expliquer ce qu'on disait un peu au début de l'épisode sur l'aspect physiologique de comment agit le GLP au niveau neuronal, au niveau de l'estomac, au niveau du pancréas. Bien comprendre les traitements aussi, quelles molécules c'est, expliquer aussi comment ça fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai, un stylo, sous la main parce qu'en fait on est plein il y a plein de diètes je pense qui ont jamais vu, comment ça fonctionnait, comment les patients devaient faire une injection donc ça justement je vais l'expliquer aussi à la formation parce que je trouve que c'est important pour pas qu'on découvre aussi parce que les patients parfois ils nous apprennent plein de choses, hein, donc c'est important qu'on soit un peu aussi en connaissance. Et tout l'aspect après, suivi de nutrition et micronutrition qu'on peut mettre en place. Donc n'hésitez pas à checker, notre formation de 2 heures là-dessus où je trouve qu'il est assez complète du coup, pour tout ça. N'hésitez pas à aller voir non plus nos autres formations, rejoindre la communauté, vous avez tout, tout dans la description. Nous on se retrouve du coup dans 15 jours pour le prochain épisode. Est-ce que Garance, tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure? Nous, on peut conclure, mais n'hésitez pas parce que nous, on parle, de nous, notre opinion et tout ça, mais je trouve que c'est chouette d'avoir d'autres retours aussi de diète pour avancer sur ces questionnements. Donc n'hésitez pas dans la commune, à nous dire ce que vous en pensez, ou à nous écrire ou autre et puis, on vous lira parce que, c'est trop chouette de discuter et pareil, même, on aura l'occasion d'en parler pour le café diète. On fait un café diète, pour, les abonnés, normalement, il me semble que c'est, pareil, C'est le 13 aussi, c'est le 13, le hein? 13 et Ouais, le 15 les prochains, ouais, pour les membres de la trop génial. communauté.
N'hésitez pas à aller regarder ça et n'hésitez pas aussi à nous donner des idées de sujets, d'épisodes. Mmh. Là, on a fait avec Garance un peu toute la programmation, jusqu'à, cet été. On va recevoir des invités, invités et Oui, eux d'ailleurs. On aura 2 invités notamment, pour la fin de la saison jusqu'à cet été et on réfléchit un peu au format de cet été, de comment on veut faire. On réfléchissait peut-être à faire des épisodes plus courts, mais toutes les semaines ou, garder le côté, toutes les 2 semaines, mais avec des sujets un peu différents sur mmh mh. peut-être, qu'est-ce qu'on fait sur certaines prises en charge et cetera. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire des retours. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite, une bonne, matinée, une bonne après-midi, une bonne journée en fonction de quand vous nous écoutez, nous regardez et vous n'hésitez pas à nous poser vos questions, l'espace commentaire Spotify, sur YouTube, sur nos, comptes, sur, l'académie aussi, il y a un espace pour le podcast où vous pouvez nous écrire, enfin voilà, n'hésitez pas. Passez une bonne Yes. journée et on se retrouve dans 15 jours. Bonne journée. Diète en libéral, c'est pas facile et t'en as peut-être marre de tout gérer tout seul. Bloquer sur un patient ou galérer avec l'administratif, ça nous arrive à tous. Pour t'aider, on a créé la communauté de l'Académie. Une communauté qui est pensée par les diététiciens pour les diététiciens. Un endroit où tu vas pouvoir poser tes questions sur un cas patient, sur une galère du libéral, pour avoir des retours concrets et progresser plus vite. Le but derrière, développer ton cabinet. Pour ça, on te met à disposition des ressources, avec des chats à thème, une bibliothèque de ressources pour tes patients avec une nouvelle ressource toutes les semaines, des lives réguliers tous les mois, et un accès à des webinaires de cas patients. Avec tout ça, on a un espace de travail complet, bienveillant et efficace. Pour nous rejoindre, tu as le lien dans la description et toutes les informations complémentaires. Et pour les 10 premiers, on fait un tarif spécial à vie pour inciter les gens à nous rejoindre. On est déjà quelques-uns, donc n'hésite pas à regarder tout ça. Je te dis à très vite.